Salut à tous et bienvenue dans Asbara. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau. Et pas n'importe lequel. Jamais dans un aussi gros territoire, on avait inscrit une aussi longue histoire. Je vais vous présenter l'Empire du Milieu, la Chine. Des rives du Pacifique jusqu'au sommet de l'Himalaya, la plus singulière, la plus unitaire et la plus peut-être dangereuse civilisation humaine se déploie au cours des millénaires. C'est spécifiquement sur ce que cette civilisation engendre aujourd'hui, en 2023, que nous allons suivre le long fil de l'histoire. Elle a lentement maturé, elle a lentement enflé pour simplement jaillir entre les fleuves jaunes et bleus au milieu de la fine fleur de la terre chinoise. Ces pays sont ceux qui ont vu naître la première expansion néolithique sur cette partie-là de l'Asie. Isolés du reste de l'humanité, les Chinois ont commencé à s'organiser en différents clans, puis en petites nations, pour terminer sur la période des royaumes combattants. Ces royaumes combattants, bien avant la naissance de Jésus-Christ, ont codifié un art de vivre, une civilisation et surtout une langue, le mandarin, la langue de la Chine du Nord qui allait progressivement coloniser le sud du territoire actuel de la Chine. Toute cette histoire va être bouleversée par le sabre d'un dictateur déjà hors pair, Qin Shi Huangdi, qui imprimera tellement sa marque qu'il donnera le nom au pays, Qin, Chine. C'est par le sabre réducteur de la principauté de Qin que Qin Shi Huangdi, 200 ans avant Jésus-Christ, va réussir à aboutir à l'unité du territoire chinois, à l'unité de tous ceux qui possèdent cette civilisation complexe, à la fois féroce et barbare, mais également d'un raffinement sans nom pour l'époque. Grâce à des avancées technologiques et militaires déjà extrêmement poussées pour la période de l'Antiquité tardive, les Chinois vont s'assurer un avantage à la fois pendant la dynastie de Qin Shi Huangdi et surtout sur ses illustres successeurs qui seront les contemporains de l'Empire romain, les Han. Le nom d'ailleurs Han va rester pour l'ethnie majoritaire chinois. Les Chinois aujourd'hui se disent fils de Han. C'est le mainstream chinois qui va s'établir dans ses frontières d'empire. Et les différents empires Han, l'empire antérieur et l'empire postérieur, vont progressivement créer la première expansion chinoise au-delà de ses propres frontières. Des pays comme le Tibet, la Corée, le Vietnam, les pays turcs du centre de l'Asie vont être soumis à la règle chinoise, vont être soumis à cette civilisation et vont s'en trouver fécondés par un courant extrêmement fort d'idées, de concepts, d'initiatives qui seront à la fois ceux de Confucius et ceux de Lao Tse, mais également ceux de Bouddha. Bouddha, on rappelle, vient d'Inde, mais a été repris massivement par la population chinoise et a été adopté jusqu'à en faire un des symboles peut-être des religions chinoises et de la philosophie chinoise. La première religion, si on doit s'arrêter à ce moment-là de l'Empire chinois, c'est le culte des ancêtres, qui est partagé par toutes les ethnies et surtout par toutes les tendances philosophiques de l'Empire chinois. Les Han vont fixer un petit peu le code tatillon de l'administration et une sorte d'esprit de tolérance vis-à-vis de toutes les religions extérieures. C'est le moment où la Chine commence à prendre conscience de sa place dans le monde, à la fois par les conquêtes militaires qu'on a précédemment citées, mais également par une effervescence qu'on ne connaîtra que très peu après, il faudra attendre l'ère de la mondialisation, et qui va unir par les routes de la soie, déjà, les empires romains, les empires Maurya et Gupta en Inde, et bien sûr l'empire Han en Chine. C'est le grand moment de l'humanité. L'humanité, à ce moment-là, l'immense majorité de l'humanité, est dans une phase d'expansion démographique, et c'est particulièrement sensible en Chine.
La paix, la prospérité vont amener justement une vague de nouvelles innovations et une vague de nouvelles expansions territoriales. Et une bonne partie du territoire chinois va se voir défriché par des colons qui vont progressivement changer la face du sud de la Chine. C'est à ce moment-là qu'intervient la grande vague migratoire de l'Asie centrale. Nous-mêmes, Européens, ou issus de la civilisation européenne, nous avons cette idée de Rome ravagée par les barbares. La Chine a connu exactement le même phénomène. À la différence de l'Europe, les barbares qui vont mettre à bas progressivement l'Empire Han sont de nature turco-mongole. Ils viennent du fin fond de l'Asie centrale et des steppes de Sibérie. Ils vont progressivement s'engager dans la brèche que constitue la déliquescence politique chinoise de l'époque. Ça va être le problème de la Chine sur l'ensemble des siècles à venir. L'unité impériale est systématiquement suivie de la partition et de la guerre civile. Des princes turcs vont épouser des princesses chinoises en échange de leurs services pour tel ou tel royaume ou tel ensemble combattant d'autres Chinois. C'est là qu'on va avoir une première renaissance chinoise. L'empire des Tang va reprendre le flambeau de l'empire des Han et peut-être plus en avant et peut-être de manière plus militaire, pousser les conquêtes chinoises jusqu'au point de rencontre avec une autre civilisation qui, profitant du déclin de l'Empire romain, de l'Empire byzantin et de l'Empire perse, va avancer sur l'Asie centrale, l'islam. L'Empire des Tang va rencontrer celui des Abbassides à la bataille de Talas. Et plus jamais, le centre de l'Asie ne sera le même. À partir de ce moment-là, l'influence chinoise disputera aux hordes islamiques tout ce qui peut être intéressant de voir dans les civilisations de Kashgar, dans les civilisations du centre asiatique, depuis les steppes de Mongolie jusqu'au mont de l'Himalaya. À ce moment-là, la Chine va commencer déjà un premier repli sur soi-même. Ce premier repli va être acquis grâce aux Song et grâce à d'autres dynasties qui n'auront pas pour but d'étendre, contrairement à leurs prédécesseurs, les frontières chinoises. C'est ce moment-là qui va être la grande époque du mandarinat, la grande époque des textes de philosophie chinoise, la grande époque aussi des avancées technologiques comme le papier, comme la poudre à canon, comme des systèmes hydrauliques qui sont inconnus en Occident à cette époque-là et qui vont également, pour peu que la paix le permette, permettre une expansion démographique qui n'existe dans aucune autre zone du monde. La Chine va devenir, dès cette époque-là, le principal réservoir d'êtres humains sur Terre. Et cette prééminence démographique gardée dans des frontières va lui donner l'assurance d'avoir un vivier civilisationnel à nul autre pareil tout au long de l'histoire. Ce moment-là est déterminant. Et ce moment-là va voir justement, comme pour les Han, comme pour les Tang et comme pour toutes les autres civilisations chinoises, une véritable révolution qui va venir des steppes. L'empire de Temujin, qu'on connaît mieux sous le nom de Genghis Khan, va s'étendre sur l'ensemble des steppes puis des civilisations asiatiques. Depuis les rives de l'Adriatique jusqu'aux rives du Pacifique, du Japon jusqu'à l'Indonésie et de la Pologne jusqu'au Vietnam, tous vont trembler devant les hordes mongoles. Tous? Non. Un pays va vaincre son farouche vainqueur. Et ce pays, c'est la Chine. En effet, le petit-fils du grand Genghis Khan, Kubilai Khan, va réussir là où son grand-père n'aura pas pu aller jusqu'au bout. Il va accomplir la conquête territoriale de la Chine et même au-delà. Mais il n'aura de choix pour ce faire que d'adopter la culture de son farouche vaincu. Il n'aura pas d'autre possibilité que de devenir chinois, de se siniser par l'intérieur pour créer cette dynastie Yuan qui elle-même va progressivement perdre toute attache
avec les steppes de Mongolie, jusque dans ses capacités militaires, et devenir plus chinoise peut-être que certains Chinois. On préférera toujours l'original à la copie, et c'est du sud, pour la première fois de l'histoire de Chine, que va venir la révolte. La dynastie Ming va sonner le glas des derniers descendants de Kubilai et rétablir une dynastie proprement chinoise à la tête de ce gigantesque empire. Alors que l'Europe est ravagée par la guerre, la peste et les querelles de clochers, l'empire des Ming va approcher peut-être du sommet civilisationnel chinois au cours de ces siècles noirs. Les Ming vont créer des flottes immenses qui vont explorer à la fois les îles du Pacifique et aller jusqu'en Afrique, notamment grâce à l'amiral Zheng He. Le commerce intérieur, la paix, le rétablissement de justes mesures en termes d'économie risicole, l'ensemble des nouvelles découvertes médicales va de nouveau hausser le degré et le nombre de personnes à des niveaux tout simplement inconnus pour l'humanité. Rappelons qu'à ce moment-là, l'Europe est en train de perdre la moitié, entre le tiers et la moitié, de sa population à cause de la peste noire. C'est à ce moment-là que va intervenir le renfermement sur elle-même de la Chine des Ming. La Chine des Ming ne va pas poursuivre son avantage en termes maritimes, elle ne va pas poursuivre son avantage en termes civilisationnels, elle va tout simplement s'enfermer dans la codification tatillonne du rite et justement renoncer à ce qui titille à ce moment-là les Européens, l'empire du monde, la conquête du nouveau monde et l'asservissement des autres peuples pour la production de ressources. Sauf que la Chine a toujours son éternel némésis, les populations nomades du Nord. Et encore une fois, c'est de là que va venir le signal de la dernière dynastie chinoise. En effet, la dernière dynastie impériale chinoise n'est pas chinoise, elle est mandchoue. Elle va venir de cette région au nord-est de la Chine qui voit des farouches Tungus tout simplement sacrifier des êtres humains et également des animaux à des dieux inconnus à la cour impériale de Pékin. Progressivement invités à rentrer dans le jeu des querelles impériales, ils vont tout simplement s'emparer de Pékin dans un premier temps, puis continuer la conquête de la totalité des terres chinoises. Et contrairement au yuan qui s'était sinisé, il va y avoir un système de ségrégation raciale extrêmement important entre les Mandchous, à qui sont données toutes les tâches militaires et administratives de l'Empire, et les Han, les Chinois de souche, qui, eux, en signe de soumission, porteront la natte. Ils la porteront jusqu'en 1912. En effet, c'est la spécificité de la dynastie mandchoue. Assurer le minimum vital militaire pour protéger la Chine contre toutes les agressions extérieures, que ce soit celles d'autres nomades ou que ce soit celles des Européens, fermer la Chine à toute influence néfaste du commerce occidental ou du christianisme, et progressivement créer un état de fait sur la plus grande population au monde. Les Européens, dans un premier temps, ne vont pas forcément être sensibles au potentiel des richesses chinoises et ne vont pas forcément aller chercher autre chose que des comptoirs. Macao pour les Portugais et des petites représentations espagnoles où des jésuites vont progressivement enseigner l'art de fondre des canons, ironie de l'histoire, à ceux qui ont inventé la poudre. Les jésuites catholiques et l'ensemble de la hiérarchie pontificale vont néanmoins investir énormément dans l'effort d'évangélisation de certaines populations chinoises, notamment dans les bassins du Nord-Est et autour des grandes villes commerciales. Et c'est cette première influence occidentale qui va ouvrir la voie aux ambitions de nations qui seront beaucoup plus circonspectes sur la capacité évangéliste et qui seront beaucoup plus terre-à-terre sur les avantages commerciaux. Nous arrivons au XIXe siècle
et nous arrivons à la période de la grande colonisation, du grand mouvement européen sur le monde. Et la Chine, même si elle reste la première puissance démographique, et même jusqu'au début du 19e siècle, la première puissance commerciale au monde, va se voir damer le pion de l'industrie manufacturière grâce à un phénomène que personne n'avait pu anticiper, l'industrialisation. Quelque part, en effet, en Angleterre, des hommes vont mettre au service de l'homme la vapeur, la machine et tous les concepts scientifiques qui vont arriver dans cette période-là. Et ça va être la première brèche au niveau de l'Empire de la Chine. Par rapport à ses contacts avec l'Angleterre conquérante, avec la France suivante et avec l'Allemagne impérialiste, la Chine va développer progressivement une aversion de l'occidental. Elle va développer une haine de ceux qui viennent piller son territoire. La guerre de l'opium, au milieu du 19e siècle, au cours de laquelle l'Angleterre va bombarder les ports chinois et humilier la puissance de l'Empire mandchou, tout simplement pour autoriser et favoriser le commerce de l'opium qui va détruire les élites mandchoues et les élites chinoises au cours du 19e siècle, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout le monde se précipite pour avoir une part du gâteau chinois. Gâteau commercial dans un premier temps, puis territorial. Et celui qui va le plus planter ses dents et dévorer le gâteau chinois, pour le coup, n'est pas occidental, même s'il s'inspire des méthodes occidentales, c'est le Japon. Le Japon, en effet, à l'ère Meiji, va se découvrir une âme de conquérant asiatique. La Corée, puis la Mandchourie en feront les frais dans un premier temps, mais le futur plus grand danger pour la Chine se prépare alors même que les jours de la dynastie mandchoue sont comptés. En 1912, les forces progressistes menées par les républicains chinois, notamment influencés par des missionnaires protestants et par une certaine intelligentsia chinoise qui a fait ses études aux États-Unis et en Europe, vont amener l'empereur Puyi à tout simplement mettre un terme à une dynastie qui a près d'un demi-millénaire. Ça va être le début de la République de Chine, qui dès le départ va se voir menacée par son péché originel. Va-t-elle être communiste ou va-t-elle être nationaliste? Car la révolution d'octobre, d'abord initiée en Russie, va sous l'impulsion du Comintern trouver un terreau très favorable en Chine et va surtout trouver un homme au-dessus des autres qui va jouer en permanence les Japonais contre les nationalistes et les communistes contre tout le reste. Nous parlons ici de Mao Zedong, qui va organiser tout le réseau communiste chinois et va faire d'un parti ultra-minoritaire dans un pays qui n'est pas du tout industrialisé une véritable réalité et une véritable force politique avec laquelle, justement, Chiang Kai-shek, le leader nationaliste et le premier véritable fer de lance indépendant de la Chine face au Japon, mais également face à l'Occident, va devoir compter. Le début du XXe siècle, c'est exactement l'histoire de la lutte entre le courant communiste de Mao Zedong et le courant nationaliste de Chiang Kai-shek. Et finalement, le premier profiteur de ces luttes intestines chinoises, de la même manière que les Mongols et que les peuples de la steppe en avaient profité au Moyen-Âge et à l'Antiquité, le premier profiteur cette fois-ci va venir de l'autre côté de la mer de Chine, c'est le Japon. Le Japon qui, sous de son gouvernement militariste et de sa caste militaire extrêmement xénophobe et qui se destine au contrôle du continent asiatique, va tout simplement considérer la Chine comme l'objectif prioritaire. La Seconde Guerre mondiale va débuter en Asie, elle débutera en 1931. Le Japon va progressivement envahir par le nord et par le sud l'ensemble du territoire chinois. Formose, qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, va servir de base japonaise pour accéder à tous les ports chinois les plus intéressants. Canton, Shanghai,
Et l'arrière-pays va se constituer en zone de résistance où les communistes vont s'épanouir beaucoup plus que les autres. Nous allons assez vite dans l'histoire, car profitant de la lutte de Chiang Kai-shek contre les Japonais et profitant aussi du manque de discernement des Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mao Zedong va, entre 1945 et 1949, conquérir l'intégralité du territoire continental chinois, ne laissant à Chiang Kai-shek que l'île de Taïwan. La République populaire de Chine est née. Un État communiste, totalitaire, fidèlement organisé par Mao Zedong lui-même et ses sbires. Le problème, c'est que nul n'est irremplaçable, même Mao Zedong. Et la Chine va connaître les pires tourments dans les tentatives de Mao Zedong de revenir au pouvoir. Ces dérives idéologiques en termes économiques et en termes culturels, que sont le grand bond en avant et la révolution culturelle, dans les années 50 et 60, vont causer des dizaines de millions de morts. On ne compte pas en Chine. La mort est omniprésente dans les camps de travail, dans le fameux Laogai chinois. Un régime profondément orienté contre les paysans, contre les intellectuels et contre toute tentative d'ouverture sur le monde va naître. Et ce régime va être plus nationaliste que les nationalistes eux-mêmes, jusqu'à se brouiller avec la source originelle du marxisme et du communisme, l'URSS. C'est le moment où la Chine choisit de s'affirmer comme une puissance mondiale, à la fois par son poids démographique, par sa reconnaissance par les États-Unis et par la France, et par l'acquisition de l'arme nucléaire. Rappelons que la Chine est déjà, à ce moment-là, un potentiel dirigeant du monde de par sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais quelle Chine? C'est la question qui va occuper toutes les premières années de la République populaire de Chine, jusqu'à ce que, officiellement, la République populaire de Chine soit reconnue comme la seule vraie Chine par l'ensemble des nations du monde au niveau de l'ONU, laissant Taïwan dans un vide juridique. Toutes les nations non alignées vont voir dans la Chine une référence beaucoup moins blanche, beaucoup moins chrétienne et surtout beaucoup moins occidentale, paradoxalement, que l'Union soviétique, et vont progressivement rallier l'énorme effort qui va être fait par la Chine pour dominer ses voisins immédiats. Des petits accros vont survenir. Le Vietnam, qui s'est libéré tout seul de l'emprise française puis américaine, ne va pas voir d'un si bon œil s'avancer son puissant voisin du Nord. L'histoire ne respecte pas les différences entre marxistes. Et le Vietnam ira jusqu'à envahir le Cambodge des Khmers rouges, qui, eux, sont directement une émanation de la Chine, pour rendre à la Chine la monnaie de sa pièce par rapport à des incidents de frontières. De plus, un autre géant, l'Inde, en vient aux mains à plusieurs reprises dans les hauteurs de l'Himalaya pour le contrôle du toit du monde. C'est un duel de géants qui s'annonce entre l'Inde et la Chine, à la fois sur le plan territorial, mais surtout sur le plan du prestige et de l'importance démographique. Ces deux pays étant en effet les seuls au-dessus du milliard d'habitants dans la période moderne. Les dernières années de la Chine sont édifiantes parce qu'un tournant va être effectué après Mao Zedong. Deng Xiaoping va convertir progressivement le pays, uniquement économiquement, à l'économie de marché. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui est bon du point de vue matériel à l'Occident, les usines, la technologie, l'enrichissement, le commerce, mais que sur le plan politique, rien ne va changer. Les lignes vont rester figées et le Parti communiste reste le parti unique. D'ailleurs, pendant très longtemps, la fonction de secrétaire général du Parti communiste chinois va primer sur celle de président de la République. Et les deux fonctions, dans les derniers temps, vont être occupées par les mêmes hommes, pour bien instiller dans le cœur des Chinois, en particulier ceux qui auront l'outrecuidance de manifester sur la place Tiananmen en 1989, qu'il n'y a qu'un seul parti en Chine pour une seule patrie. Deng Xiaoping va dire aux Chinois « enrichissez-vous ».
il va également introduire une dose de pragmatisme, son proverbe favori étant « peu importe qu'un chat soit noir ou blanc dès le moment qu'il attrape les souris ». Et ce pragmatisme va favoriser l'éclosion d'une puissance économique chinoise et d'une classe moyenne, certes hypertrophiée, mais néanmoins extrêmement importante pour l'avenir de la Chine. Ses successeurs Jiang Zemin, Hu Jintao vont poursuivre la méthode d'unification de la fonction de président de la République et de secrétaire d'État et vont également poursuivre l'idée que la Chine doit avant tout se développer économiquement pour devenir une grande puissance. Car la Chine va profiter de sa posture et de sa position d'atelier du monde, de par ses coûts de création extrêmement compétitifs, pour inonder la nouvelle société de consommation de ces produits. Et cet avantage va se retourner contre les Occidentaux, qui ne voyaient en Chine qu'une terre de délocalisation et qui vont progressivement effectuer également des transferts de technologies. Aujourd'hui, les universités chinoises progressent et la totalité du système chinois est en train de damer le pion à la culture occidentale. La dernière partie à aborder ici est le règne, si on peut appeler ça comme ça, de Xi Jinping. Le dernier président de la République chinoise a en effet modifié la Constitution. C'est l'homme le plus puissant en Chine depuis le fondateur de la République populaire de Chine. Et pour la première fois, la Chine sort de sa domination purement économique et se lance sur le terrain de l'attaque militaire, de l'intimidation diplomatique, on peut dire le négationnisme du génocide tibétain, le négationnisme du génocide communiste et la valorisation des valeurs chinoises dans l'ensemble du monde. Cela se traduit également par une nouvelle guerre froide, qui n'est pas si froide que ça, avec l'autre hyperpuissance, les États-Unis d'Amérique. Et cette opposition, cet axe d'opposition entre la Chine et les États-Unis va placer le Pacifique au centre du monde, bien après que l'Atlantique soit laissé de côté au profit des querelles européennes et des problèmes du vieux continent. C'est aujourd'hui l'axe majeur de la géopolitique. Ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis dans les prochaines années déterminera le destin du monde. Nous allons suivre cela avec la plus grande attention.